Bonjour à tout le monde, mon nom est Nathalie et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire pour nos concepts mondiaux et locaux en Afrique. Et je pense que dans notre monde de crise et intersectionnelle, il sera chaque fois plus important de communiquer. Et nous avons donc un projet qui est en fait soutenu par le Wellcome Trust par rapport aux différents défis psychologiques à ce niveau. Ce que nous voulons faire, en fait, c'est explorer les différents concepts de l'action dans les communautés par rapport où il y a eu des crises et des maladies. Ceci en propos de toutes les leçons que nous avons apprises et en retenir les choses essentielles pour bien comprendre ce qu'on peut faire. Nous avons démarré en 2019 et puis nous avons en fait le maximum pour retrouver toutes les différentes questions qui concernent et le projet se terminera cette année et l'année prochaine, en 2023. Et voilà, nous voulons un petit peu partager nos résultats pour le futur à ce niveau et pour voir quels sont les défis que nous devons relever, le changement de pouvoir dans les pandémies, connecter et soutenir la préparation d'en bas. Ceci est très important car à une collaboration donc financée par le Wellcome Trust, nous menons des recherches sur la préparation et nous avons en fait des personnes donc en Sierra Leone, au Sénégal, et avec le Sénégal, avec le centre de recherche et de prise en charge, avec la France et l'IRD, et avec le Royaume-Uni, avec l'école de médecine tropicale et avec IDS qui a joué un rôle important à ce niveau. Vous allez entendre toute l'équipe dans ce webinaire et je vais donc donner la parole à Kim Rania. Nous allons en fait avoir quelques petits points pratiques, comme nous enregistrons le séminaire, il est très important de le savoir. Nous avons de l'interprétation donc pour avoir un public plus large en français et en espagnol, et certains de nos matériaux seront en français et en espagnol, et donc c'est pour cela qui est important par rapport à cette question et par rapport aux différentes questions à ce niveau, par rapport au public. Et lorsque l'on écoute en français ou en espagnol, et si vous voulez écouter en anglais, pour revenir à ma fonction principale, anglais, et vous entendrez donc l'interprétation d'une langue ou d'une autre. Et ceci est important. Vous pouvez aussi garder les conversations actives à travers la messagerie, le chat box, et ceci est important donc pour les différentes séances du webinaire. Ellie, à vous, vous avez la parole. Je vais vous donner une introduction très brève sur ce projet. Comme Mélissa l'a dit, donc c'est en fait quelque chose d'important par rapport aux différents concepts en ce qui concerne la préparation par rapport aux pandémies. Qui est préparé, pourquoi et comment et par qui? Et ceci est important aussi à ce niveau par rapport aux incertitudes sur la planète, en Afrique et ailleurs. Et nous devons voir comment nous allons travailler par rapport donc à ces différentes questions au niveau ethnographique, avec des questions par rapport aux capacités que nous avons pour les autorités et aux autorités sociales pour trouver une solution et de trouver une solution aux défis par rapport à ces maladies qui surviennent rapidement et tout ce qui se passe. Nous devons en fait explorer les différentes pistes afin d'avoir des pratiques quotidiennes pour mobiliser les personnes pour pouvoir apporter une réponse à ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, comme les pandémies. Il faut voir donc comment au niveau régional et mondial dans les agences, on peut réagir par rapport à ces différentes questions, par rapport aux différentes questions qui nous touchent tous dans le monde, puisque nous sommes tous interconnectés. Et donc, c'est le changement de pouvoir dans les pandémies, connecter et soutenir la préparation d'en bas pour pouvoir agir en haut. Donc, pour parler brièvement des thèmes et des méthodes, ce qui était très important, c'était de voir comment on pouvait en fait avoir différentes
solutions par rapport aux risques et la gestion des risques, les incertitudes, le savoir et les informations, comment les traiter et les autorités et les différentes formes d'autorités qui interviennent dans ces sujets. Nous avons plusieurs vidéos donc, et nous avons travaillé au niveau ethnographique et des points de vue des participants aussi. Par rapport ou en matière de projet, nous avons démarré en 2019, comme je l'ai dit au début de mon exposé, et nous avons en fait travaillé, nous nous sommes préparés pour trouver une réponse aux défis auxquels nous étions confrontés par rapport, dirons-nous, aux capacités locales de répondre à ces défis et ces menaces. Et il faut réfléchir maintenant, voir en fait quelles sont les réponses que l'on peut apporter à ce niveau pour le futur. Des concepts comme la résilience des communautés, des initiatives, et de voir donc les différentes institutions à ce niveau et la préparation pour pouvoir nous adresser avec des réponses systémiques à long terme. Et ceci est très important par rapport à la surveillance et par rapport aux avancements technologiques aussi, et pour être préparé. Et donc, il faut voir comment on pourra prêter attention à ces questions et comment nous allons nous préparer. Et je pense que c'est quelque chose d'important par rapport à ces moyens conventionnels. Et ceci m'amène à me concentrer sur les thèmes essentiels du séminaire aujourd'hui par rapport à ces différentes questions, par rapport donc, au pouvoir dans les pandémies, par rapport aux discussions et montrer donc quelles sont en fait les questions que l'on peut en fait éviter pour ne pas qu'on soit en train de travailler en silo et cloisonné. Et comment on peut arriver à avoir des actions à ce niveau et ainsi en partant d'en bas de l'échelle, nous pouvons avoir des défis qui permettent de résoudre les questions pour savoir par rapport à l'expérience et par rapport aux politiques que l'on va mener. Et ainsi, on va partager donc nos résultats dans ce séminaire qui montrent bien que l'expérience est la pièce maîtresse à ce niveau. Et cela va nous donner une idée des questions par rapport aux compréhensions dans la pandémie et de voir un petit peu comment nous allons travailler à ce niveau et voir aussi quels sont les impacts économiques par rapport aux résultats et de voir aussi quelles sont les différentes formes comme l'Ouganda ou en Ouganda, on a eu en fait l'armée qui est intervenue par rapport au concept, par rapport à la préparation du bas de l'échelle avec des crises auxquelles les peuples ont été confrontés en Ouganda et aux mesures de contrôle. Les gens n'ont pas accepté ces différents défis tels qu'ils leur étaient imposés par rapport à leur vie de tous les jours pour lesquels ils devaient lutter et gagner leur vie. Et donc, par rapport aux capacités, par rapport aux organisations et par rapport aux problèmes et aux incertitudes auxquelles ils étaient confrontés tous les jours. Nos recherches sont importantes par rapport à la pandémie de la COVID et par rapport aux défis. Et ceci est important par rapport à ces causes et à cette préparation et par rapport à l'attention et par rapport aux questions systémiques et l'efficacité des réponses. Et j'aime commenter donc sur les images que nous allons voir et aussi, c'est quelque chose d'important par rapport donc, aux personnes dans les villages en Sierra Leone qui ont réagi ou en fait, ils ont eu en fait des équipements de protection qui ont démarré donc avec l'Ebola à ce moment-là. Et en fait, il y a en fait l'éducation, les réponses apportées par la population à ces questions et la résilience par rapport aux lignes critiques et à la mutualisation des efforts pour répondre aux situations pandémiques telles qu'on les a connues. Voir quels sont les systèmes, voir comment nous pouvons trouver des solutions par rapport à ces questions et par rapport aux impacts et par rapport au contrôle.
Et pour notre webinaire, nous avons notre première séance par rapport à la discussion donc, de la résilience des communautés par rapport à ces phénomènes et leurs réponses. Dans la deuxième séance, on va se concentrer sur la compréhension des personnes par rapport donc, aux interventions, par rapport aux technologies, par rapport au système, et la manière dont on doit voir la question des concepts systémiques et les conditions économiques. Et finalement, dans la dernière séance, la séance numéro 3, la séance finale, on va discuter des approches et de la connexion qu'on peut avoir pour la préparation à partir de la base. Donc, on va démarrer donc par la séance numéro 1, qui sera en fait gérée par la professeure Melissa Parker, avec les communautés, apprendre et des communautés et avec les communautés. Et je la présenterai à ce niveau, ceci par rapport au système, aux préventions et par rapport aux recherches dont on a travaillé. Et notre dernière séance sera donc par une chercheuse de l'IDS, donc qui va nous permettre d'aller plus loin dans nos recherches. Et on va démarrer, et je vais passer la parole à Madame Melissa Parker, donc, qui est une professeure donc, à l'école londonienne d'hygiène et de la gestion des pandémies. Merci beaucoup, Hélène. J'ai déjà indiqué que ce sont des recherches à long terme au niveau ethnographique avec différents niveaux. En Ouganda, ces recherches sont importantes par rapport au Batch District, en fait, en ce qui concerne des villages du Fassi District à l'est et aussi par rapport à la frontière que l'Ouganda a avec la République démocratique du Congo. Et voir dans le nord du l'Ouganda, on a eu en fait toute une série de contextes ruraux qui étaient très importants par rapport aux problèmes qui surgissaient. Et les gens qui ont fait les recherches sur le terrain se sont assurés d'avoir toute une série de mesures et on va voir quels sont en fait les sujets abordés, des sujets très différents par rapport au confinement, par rapport aux forces militaires armées qui sont intervenues, par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés dans la population qui a résisté, par rapport aux mesures qu'on leur a imposées et par rapport donc au Covid et à tout ce qui avait été les mesures prises pour la gestion de la crise de la Covid-19. En Sierra Leone, nous avons eu des programmes comme 2024 et 2017 en ce qui concerne donc la question de la pandémie d'Ebola. Et en fait, le confinement, les problèmes de sécurité alimentaire, les problèmes d'approvisionnement, ceci était très important. Et maintenant, et sans perdre plus de temps, il faut voir donc comment on peut avoir à ce niveau donc toute une série de questions pour la bonne gestion des problèmes. Et nous reconnaissons en fait la spécificité de ces problèmes et toute une série de questions qui sont importantes que l'on va voir dans les présentations. Et pour vous donner donc quelques exemples rapides, c'est effectivement très vrai par rapport aux définitions et par rapport au cas de la COVID-19 et par rapport à tous les défis que l'on rencontrait par rapport à ces questions. Et en ce qui concerne donc le problème des maladies infectieuses comme le choléra, la malaria et d'autres maladies, mais aussi la sécurité alimentaire par rapport au déplacement de la population. Et par rapport à ces questions et par rapport aux différentes questions à ce niveau, ceci était important. Et je crois que ce qui est très important, c'est de voir comment on va travailler à ce niveau par rapport au concept. Et donc, pour aller plus loin, et un des thèmes que Élise a mentionné, c'est en fait les recherches qui ont été menées par rapport aux différentes questions en Sierra Leone par rapport à les forces armées, par rapport aux forces armées et le rôle qu'elles ont joué. Par rapport aux autorités publiques formelles et informelles,
et par rapport au programme et par rapport aux dynamiques imposées à ce niveau, par rapport aux compétences, par rapport aux différentes questions. Et il fallait comprendre comment les villages et les différentes communautés ont vu quels étaient les impacts économiques sur leur vie de tous les jours. Et pour beaucoup de personnes à ce niveau, je pense qu'il faut s'engager par rapport aux différents détails de la vie quotidienne et des petits détails, la manière dont on peut se préparer. Et j'espère que le résultat de ce séminaire nous permettra de réfléchir un peu plus longuement sur les concepts de résilience et de sécurité alimentaire à ce niveau et qui nous permettra de mettre au point nos politiques. Et j'aimerais donc remercier nos collègues d'Ouganda et de Sierra Leone d'avoir pris leur temps pour faire ces vidéos et les partager avec nous, avec les différents participants dont je cite les noms maintenant, et qui ont fait en fait un travail extraordinaire. Marion Yakoy en Sierra Leone qui a travaillé avec nous aussi. Et nous allons démarrer cette vidéo avec Bob Okello qui va donc parler de ce qui s'est passé en Ouganda. Donc, travail sur le terrain en Ouganda. Je m'appelle Bob Okello. J'ai travaillé sur les soins à domicile dans les districts de Gulu et de Kasese. L'Organisation mondiale de la santé a des directives claires sur la manière de mettre en place des soins à domicile pour la COVID. Pour ceux qui furent légèrement et modérément atteints de la COVID, ces directives ont été ajustées par le ministère ougandais de la Santé. Et la politique a été déployée en juin 2021. Dans le district de Gulu et Kasese, cela s'est passé dans le contexte de la prise en charge des personnes malades au sein du foyer et de notre pratique habituelle. Les soins à domicile, pour nous, se déroulent dans un espace moral. Cela crée un lien social durable entre les personnes qui se soucient profondément les unes des autres. Les idées locales et nationales sur les soins à domicile sont différentes. On apporte des soins cliniques dans leur maison, cela ne fonctionne pas bien. C'est l'idée que les gens pensent et se font parfois. Et en fait, c'est l'idée, mais c'est que ça ne fonctionne pas très bien. Mais parfois, cela ressemble à une tentative de colonisation de nos idées sur les soins. Alors que certains diront que c'est une bonne chose, je pense que nous devons être clairs sur ce qui est imposé et sur ce qui est des impacts qui pourraient être tant sur le plan social qu'économique. Dans l'état actuel des choses, les soins à domicile pour la COVID, tels qu'ils ont été mis en place, sont imparfaits. Ils ne fonctionnent bien que pour un petit nombre de personnes, malheureusement. Bonjour, je m'appelle Moïse, je fais partie de l'université de Goulou. Cela fait partie, en fait, de notre travail dans le district de KCC et je suis sur le site de l'aéroport frontalier de la République démocratique du Congo depuis 2019. Pendant les épidémies d'Ebola dans les années 2017 à 2020, une base militaire permanente existait en bordure de notre village. Ainsi, lorsque la COVID-19 est arrivée, les villageois ont d'abord perçu l'implication de l'armée comme légitime. Toutes les restrictions furent levées partiellement dans d'autres parties de l'Ouganda. Le confinement se poursuivit dans notre village et la présence militaire n'était dès lors plus perçue comme légitime. Cela créa beaucoup de difficultés pour nous, notamment le fait de devoir nous déplacer la nuit à cause du poste militaire de la frontière de la RDC, de la République démocratique du Congo, et que cela pouvait être dangereux. Mais ils n'avaient pas d'autre choix parce que c'est l'unique moyen qu'ils avaient d'accéder aux terres de culture qu'ils avaient donc ou qu'ils louaient en République démocratique du Congo. Mon peuple doit également payer des pots de vin aux autorités ougandaises militaires ainsi qu'aux milices congolaises, non seulement pour accéder à nos terres en RDC, mais aussi à ce niveau par rapport au commerce et par rapport à ces questions. Et les impacts à ce niveau
sont importants et nous voyons comment cela est important en ce qui concerne ceci est important par rapport à ces questions et par rapport au vaccin. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous devons voir quelles sont les capacités qui existent. Ben, évidemment, nous devons voir avec l'effondrement de la confiance comment on pourrait nous aider à prendre les responsabilités. Et ceci s'est déroulé à une époque où il y a eu un afflux régulier de réfugiés congolais, saisonniers, ainsi que d'importantes inondations et ainsi qu'un manque de sécurité alimentaire. Merci beaucoup de votre attention. Je suis Peter Kermondou, je suis un agent de recherche au PPP. Je travaille dans le sous-comité de Pakwach, un poste frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et nous avons fait des recherches sur la COVID-19 et sur l'application du vaccin dans les populations locales. Les statistiques officielles indiquent qu'ils ont eu le taux de couverture vaccinale le plus élevé de tout l'Ouganda. Et donc, c'est des militaires qui étaient étroitement impliqués dans la fourniture des vaccins. Cette implication a peuré mon peuple et a causé un sentiment d'anxiété parmi les citoyens. Par exemple, il y avait des personnes qui résistaient et refusaient le vaccin. Celles-ci étaient souvent battues et fouettées. Dans certains cas, ils les battaient jusqu'à ce qu'elles acceptent de se faire vacciner. Dans d'autres cas, les jeunes femmes étaient si craintives des effets du vaccin sur leur fertilité que elles ont fait semblant de tomber amoureuses des commandants de l'armée, dans l'espoir qu'ils puissent les aider à éviter le vaccin. Il aurait été préférable qu'ils parlent aux gens de manière plus douce et plus conviviale. Cela aurait permis aux officiers de l'armée de ne pas être perçus comme l'ennemi de la population locale et de tous les citoyens ougandais. Merci beaucoup. Je m'appelle Bonu Zunga, je suis chercheur au PPP et je me suis penché sur les questions sociales des impacts de la réponse militarisée à la COVID-19 sur les personnes vivant dans des villages et des petites villes du district de Pawak. Et ainsi, j'ai vu comment les choses se passaient à ce niveau. Par exemple, nous avons vu quelles étaient les différentes questions euh, à ce niveau dans certaines zones. En fait, par rapport au déploiement de l'armée, un déploiement important constituant une présence redoutée, tirant des balles réelles avec leurs munitions dans le célèbre marché aux poissons de la région, de sorte que les gens étaient en fait dispersés et avaient peur. L'armée a continué de se comporter violemment à ce niveau pendant toute la durée du confinement. Et ceci était important. Et ce qui était important à ce niveau, c'était de voir comment on pourrait en fait trouver une solution. Un pasteur a été abattu jusqu'à ce qu'il perde connaissance alors qu'il n'était qu'à quelques minutes de l'école et à quelques mètres de son domicile. Un conducteur de boda boda a été également battu à fond malgré qu'il ait reçu l'autorisation officielle de voyager de la part du commissaire de district résident, représentant l'autorité émettrice de l'époque. Un homme d'affaires important fut sévèrement battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance pour avoir bougé la nuit. Un parent a été battu alors qu'il cherchait les urgences afin de recevoir un traitement pour son enfant anémique. Et cela était vraiment difficile. On ne pouvait plus se déplacer l'ennui. Il y avait en fait de la police partout. Et ceci est important par rapport à ces questions et par rapport à tout ce que nous avons vécu. Les conducteurs de boda boda se déplaçaient la nuit par des routes peu fréquentées pour éviter les barrages routiers. Les personnes à la frontière utilisaient des points de passage surveillés et les hommes d'affaires cachaient des échangeables dans des sacs d'aliments dans le but d'échapper au contrôle de sécurité. Et ça, c'est dommage. Les propriétaires
de salons se sont enfermés à l'intérieur de leurs magasins et les magasins qui servaient à travers une manière de trouver une solution par rapport à ces questions. Je m'appelle Marion Baby Maynayok et je viens de Sierra Leone. J'ai travaillé sur le terrain sur le projet de préparation à la pandémie PPP depuis l'époque de la COVID-19, l'épidémie en 2020. Mes recherches ont été menées dans le chef-lieu de Javai, dans le district de Calaun. C'était l'une des premières communautés les plus touchées par la maladie d'Ebola en 2014-2015. Durant l'épidémie en Sierra Leone, lorsqu'une infirmière infectée a été ramenée chez elle pour être enterrée. Pour cette raison, ce fut un endroit intéressant pour observer l'impact de la COVID-19 lors de la pandémie 2020. Les chefs communautaires du chef-lieu de Javaï furent particulièrement attentifs aux aspects suivants afin de s'assurer que leur personnel respecte les règles et réglementations nationales et locales pour le contrôle de COVID-19. Cela incluait les règlements locaux rapidement réactivés selon lesquels aucun étranger n'était autorisé à entrer dans la communauté. Même les résidents du village venaient d'autres villes ou communautés devaient d'abord se rendre au dispensaire local du village pour subir un dépistage chez les infirmières ou les agents de santé communautaires. Le confinement affectait les personnes et leurs communautés, en particulier les femmes enceintes et les mères allaitantes, car il menaçait l'approvisionnement en nourriture et provoquait des pénuries alimentaires. Les forces militaires se rendaient régulièrement dans cette partie du chef-lieu pour vérifier si le confinement était respecté. Ils pensaient que le fait de ne pas obéir aux règles aurait eu conséquence même le nombre élevé de décès de leur population, comme cela fut le cas lors de l'épidémie d'Ebola. L'impact de ce blocage dans l'approvisionnement en nourriture fut important car les femmes eurent des difficultés à s'approvisionner en nourriture des jours durant. La plupart nourrissaient leurs enfants avec tout ce qu'ils pouvaient trouver et certains de ces aliments étaient mauvais pour la santé. Par exemple, du riz tamisé mélangé avec une pincée de sel et quelques gouttes d'huile de palme. Certains utilisaient du riz uniquement en bouillie. Ceux qui ont pris le risque d'échapper au confinement sont allés dans leur ferme pour aller chercher dans la brousse des ignames, du manioc, etc. pour la consommation familiale. D'autres, dont les maris sont des motocyclistes chauffeurs de taxi, ont pu occasionnellement trouver quelques produits de base quand les commerçants avaient du stock et étaient prêts à vendre des articles à la sauvette. Ce fut une famine causée par la réglementation de la COVID. Malheureusement, le gouvernement a compris après quelques semaines qu'il était dangereux de vouloir maintenir ce règlement. Le plus gros problème causé par la COVID-19 au début était une réaction excessive basée sur la croyance initiale que la pandémie serait pire que celle de l'Ebola. En conclusion, les ménages sierra-léonais ont mis au point leur propre réponse et ne suivaient pas uniquement les conseils internationaux. Je vous remercie. Je suis un agent de recherche travaillant sur les projets de préparation à la pandémie. Je réalise des observations des participants et fais des enquêtes générales sur les observations concernant les idées de la population au sujet de la préparation de la pandémie pendant plusieurs mois avant que la pandémie de COVID-19 ait frappé. J'étais alors sur place pour voir comment les gens faisaient face à cette nouvelle menace pour leur santé, leurs moyens de subsistance et la façon dont ils sont exposés à un changement. Mais face à l'épidémie elle-même, lorsque la pandémie est arrivée en avril 2020, l'un des sujets que j'ai étudié avant l'arrivée de la COVID était la manière dont les autorités du chef-lieu ont mobilisé la communauté pour résister à la maladie à virus Ebola dans le cadre d'une campagne de sensibilisation en 2014-2015. Cela s'est fait par l'intermédiaire du Chief Down Ebola Task Force Committee qui imposa des règlements nationaux pour la lutte contre l'Ebola en raison de la restriction s'avère sur les mouvements locaux. Les dirigeants du chef-lieu ont maintenu 0 cas d'infection par le virus Ebola durant l'épidémie 2014-2015. Cependant, le foyer de la COVID-19 de 2020 a fait passer notre recherche de la préparation à la réponse. Au départ, il y avait la compréhension générale que la réponse à Ebola basée sur des règlements et des quarantaines
protégerait également contre la COVID-19. Les marchés et les lieux de travail ont été fermés et la distanciation sociale et le port de masque ont été imposés. Contrairement à Ebola, les symptômes de la COVID-19 sont beaucoup plus difficiles à détecter et moins dramatiques. Il s'agissait d'une maladie touchant principalement les personnes âgées et j'ai entrepris des recensements des ménages montrant que les personnes âgées ne représentaient qu'une faible proportion de la population totale. En outre, la maladie se propageait de différentes manières dans l'air et non par contact avec un liquide corporel. Il était donc beaucoup plus difficile à contrôler que l'épidémie d'Ebola. Deux problèmes existaient. Les gens ne pouvaient pas appréhender la maladie et le bénéfice d'une quarantaine strictement imposée était beaucoup moins évident. Depuis lors, nous avons constaté très peu de cas graves, voire même aucun. J'ai également suivi de divers autres sujets, dont l'impact des blocages de marché qui étaient très sévères et responsables de l'insécurité alimentaire. Un autre était le port de masque que les gens considèrent comme bénéfique pour protéger les autres, pour eux-mêmes et les personnes en bicyclette, pour les cavaliers. Cela les protégeait de la poussière. Cela, plus tard, un vaccin est arrivé. J'ai passé du temps à suivre avec information. Ils font évoluer les idées sur les vaccins. La résistance initiale était liée à la désinformation. J'ai suivi un chef qui m'avait dit auparavant qu'il ne se ferait pas vacciner. Mais il a changé d'avis plus tard. Merci beaucoup à ces chercheurs pour leur présentation. Et maintenant, je vous présente les prochaines discussions. Nous avons ensuite des remarques de 5 à 10 minutes sur les présentations. Dr Guilherme Sequer, chef du directorat de surveillance nationale de la santé du ministère de la Santé du Paraguay. Vous allez parler en espagnol. Dr Ramon Jackson, c'est un médecin de santé publique de l'Ouganda. Dr Alfred Jamero, vice-président et secrétaire d'entreprise. Et il a plusieurs positions à Sierra Leone liées à réponse aux urgences. Et Dr João Rangel d'Almeida, responsable technique de l'OMS, et il travaille sur l'unité de résilience et préparation. Je voudrais rappeler le public que vous pouvez poster vos questions sur la section de Q&A et ensuite nous allons donner la parole pour poser des questions. Alors, Dr Herrera. Bonjour Melissa, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, très bien. Je vous remercie pour cette opportunité de pouvoir être là. Je pense que c'est une opportunité fantastique et les réponses exigent qu'on se réunisse et c'est très utile en pandémie ou dans des événements catastrophiques comme l'Ebola. Au Paraguay, nous avons des institutions en gagne et Union et nous comprenons qu'il y a d'autres événements très importants et on peut renforcer la résilience des communautés et nous savons comment les aider au-delà des médecines traditionnelles. Et je voudrais ajouter, et je pense que quand j'ai fait partie du ministère de la Santé pendant la pandémie, il fallait comprendre que la pandémie donnait aussi une opportunité à la communauté parce qu'on se prépare pour ce moment difficile quand on a peur. Et nous avons un système vertical, des actions militaires qui peuvent avoir lieu. Et dans notre pays, nous avons eu une situation similaire et il faut penser aussi aux
médecins et les médecins disaient, et ce qu'ils disent, c'est la loi. Et maintenant, nous avons une situation sociale différente avec un mandat de disciplinaire où la communauté suit les mots du gouvernement. Mais il y a aussi des stades sociaux pendant ces événements. D'abord, on avait eu la peur et ensuite on perd la peur et on devient fatigué. La communauté se fatigue de la situation. Et ensuite, il faut savoir comment agir en tant que communauté. Il faut se préparer à chacun de ces moments. C'est pas seulement le choc initial. Il faut comprendre que ceci aura lieu et il faut se préparer à ces événements. Et se préparer à une épidémie est un effort collectif et non individuel. Et j'aimerais montrer que dans mon pays, ceci est quelque chose qui a été mentionné pendant les expériences de Sierra Leone. Au Paraguay, la culture latino-américaine est spécifique et le rôle des femmes est important en ce qui concerne les soins des autres, surtout pour ces pays qui ont une très faible structure de protection sociale. Il y a une culture collective où les femmes sont les soignantes par excellence et elles prennent leurs enfants pour les faire vacciner ou leurs maris ou les plus âgés et elles fournissent des soins à la communauté. Au Paraguay, il est très important de comprendre cela et donner la capacité aux femmes pour assumer leurs responsabilités, leur donner les outils pour que ceci se multiplie dans la communauté. Au Paraguay, il est important de voir, il y a un point où il était difficile de se procurer de la nourriture parce que dans certaines régions qui étaient inaccessibles, il était très difficile d'avoir accès à la nourriture. Et à travers ce réseau de femmes, de mères, on a pu finalement voir qu'elles avaient un rôle important pour pouvoir nourrir leur famille. Et c'est là où on a créé des groupes communautaires qui étaient capables de faire la cuisine ensemble pour avoir quelque chose à manger. Et bien sûr, quand le gouvernement a compris que cela avait lieu, il a soutenu ces activités et a compris la force de la communauté et a pu les renforcer et comprendre ces codes, ces réseaux et le travail qu'on fait. Il est très important de le mener de l'avant et créer de la valeur, créer un cadre gouvernemental et où les hommes qui sont dans des postes de direction peuvent aider les communautés, les efforts des communautés. Et je crois qu'il faut renforcer la communication au Paraguay. Nous avons de très mauvaises chaînes de communication et c'est un problème mondial peut-être, mais ce qui est important, c'est que cette communication à risque doit être renforcée. Il faut savoir comment les scientifiques et les ministres de la Santé peuvent nous écouter. Et je pense que ceci fait part de votre travail et je le soutiens. Et il faut continuer avec cette discussion. C'était un point très intéressant du côté du Paraguay. Et maintenant, Dr. Emmanuel Jackson de l'Ouganda. Alors, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je veux vous remercier de me donner l'occasion de pouvoir communiquer ce qui se passe en Ouganda. Et au moment où je parle, je réponds sur le terrain aux
forces de réponse à l'Ebola. J'enlève mon masque parce que j'étais sur le terrain. Le coordinateur qui gère la situation en Ouganda. Et ce qu'on fait au Ouganda, c'est qu'on encourage l'implication des communautés. Donc, je félicite l'étude qui a été menée. On essaye d'impliquer, engager les communautés et on a parlé que l'épidémie au sein des communautés doit trouver une réponse dans la communauté. Et ceci est très important. Il faut engager la communauté dès le départ. En Ouganda, il y a des épidémies récurrentes et il faut répondre aux épidémies et délimiter la région où l'épidémie éclate. Et pour l'épidémie d'Ebola qui a lieu dans le pays, et la coordination est importante pour réunir les partenaires et la surveillance et l'épidémiologie et la gestion des task force et la communication et la logistique et ensuite l'IPC et septièmement, voir les relations publiques et chacun de ces piliers, 8 piliers au total, sont importants, surtout la communication de risque. Et quand on a sa mise en place sur le terrain, ceci nous fait percevoir ce que pense la communauté. Parfois, les communautés ne veulent pas le signaler aux institutions, aux autorités de santé, mais ceci permet d'informer la réponse pour savoir ce qu'il faut faire. Et les personnes parfois se sentent isolées parce que quand elles sont isolées, c'est problématique. Nous disséminons beaucoup de communication, nous faisons beaucoup d'enseignements et nous avons de la formation. On fait formation des personnes dans la communauté pour avoir une meilleure réponse et pour que les personnes fassent passer le message à la maison. Quelquefois, nous quand les personnes sortent de l'unité de traitement et quand elles rentrent dans les communautés, elles vont dire ce qui se passe exactement. Et comme ça peut alléger la peur des personnes dans la communauté. C'est pas facile d'entrer dans certaines communautés parce que différentes personnes ont différentes cultures. Il y a des cultures qui, quand elles ne veulent pas que les personnes aillent aux funérailles et quand il y a l'épidémie d'Ebola, il y a beaucoup de barrières culturelles et parfois il faut avoir des équipes pour approcher ces personnes et il faut renforcer le fait que la communauté de travailler avec nous, c'est un pilier important. Ce sont les personnes qui dirigent et nous dirigent vers leurs problèmes et qui nous aident à trouver la réponse. Quand on parle de flux de réponse d'en bas, c'est très important parce que même quand il y a des suspicions et quand il y a des problèmes et qu'on suspecte qu'il y a une épidémie, ce sont les personnes qui peuvent nous donner l'information et de faire marcher la réponse. Et il faut savoir ce qui va de travers et il faut leur donner le leadership pour qu'elles puissent apporter rapidement une réponse. Ce n'est pas disponible facilement à cette équipe, l'équipe de surveillance. Ils doivent être très actifs et ils doivent être mis en œuvre pour s'assurer que la réponse puisse être très rapide. Donc, l'équipe de surveillance doit aller faire une investigation sur ce qui se passe. Mais sinon, je ne dis pas
que les piliers ne sont pas importants et les autres piliers sont tout aussi importants, mais c'est de la responsabilité de la communication de risque et pour gérer une épidémie, tout cela, cet effort collectif est très important. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci, Monsieur Jackson, pour cette vision des derniers défis d'épidémie en Ouganda et la centralité du travail avec les communautés et créer ce réseau communautaire. Et maintenant, Jemine de Sierra Leone, je voulais écouter vos commentaires sur le projet mené à Sierra Leone. Merci, Dr. Jemil. Dr. Jemil, vous voulez vous joindre et nous parler? Allez-y. Comment allez-vous aujourd'hui? L'une des choses que je veux vous dire et je veux vous présenter mon expérience de travail avec le coronavirus. L'une de mes préoccupations, c'est que si on injecte cette activité de travail, en mon opinion, par exemple, aujourd'hui, nous utilisons, on travaille à partir d'en bas. Je comprends cela. L'approche du haut vers le bas ou alors une approche basée sur la communauté, l'apprentissage des communautés. Et quand on fait l'intersection de ces deux approches, quand on travaille à partir d'en bas, j'espère faire savoir aux personnes si cela fait la différence ou c'est la même chose. Et les autres préoccupations, la présentation des expériences spéciales avec les officiers militaires dans la situation. J'étais responsable de la mobilisation sociale à Sierra Leone et l'une des constatations que j'ai vues, c'est que dans notre perception, la façon dont on comprend la mobilisation sociale et l'engagement communautaire, j'essaye toujours de dire que la mobilisation sociale est la meilleure façon de faire que tout le monde se rende compte et conscience de ce qui se passe. C'est l'engagement communautaire et le focus. Quand la pandémie a lieu, elle n'a pas lieu dans toute la communauté, même dans nos interventions, il faut se centrer sur ces communautés où il y a la pandémie. Et c'est différent de la situation où il n'y a pas de pandémie. Je voudrais vous dire que, basé sur ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été développés dans ce sens-là. Mais je suis ravie de voir que les personnes sont appelées à agir. Et cette action donne du pouvoir aux personnes. À la fin de la journée, au final, ce n'est pas les décideurs politiques ou les scientifiques qui savent tout, qui détiennent les connaissances. Il faut faire sentir aux gens qu'elles font partie de la réponse et donner le pouvoir au peuple pour que les peuples puissent faire avancer la réponse et puissent nous guider parce qu'au final, vous savez comment fonctionne la maladie et vous pouvez travailler avec les bases pour qu'ils puissent mener l'action elle-même.
Il faut commencer par la communauté et ça finit avec la communauté. Merci beaucoup, Dr. Jamil, de ces commentaires si puissants. Et je voudrais inviter João Almeida. Merci beaucoup. Merci pour les vidéos. Il y a plusieurs questions qui ressortent des vidéos quand on veut penser à ce cycle de la préparation à la réponse et la dynamique de cette communauté change tout le temps et on a entendu dire qu'au début, tout était accepté et ensuite ça a changé ce licenciement et le fait que ces communautés sont des agents rationnels, donc ils doivent mesurer et prendre des décisions difficiles, la décision entre la quarantaine ou aller faire leur récolte ou pouvoir transporter le poisson dans les marchés et le contexte social économique pendant ces épidémies, les mécanismes de protection doivent être enracinés dans la réponse. Et l'épidémie n'existe pas dans le vide, ça a lieu dans une structure sociale déjà existante, comme en Ouganda. Et ceci montre que parfois, les militaires doivent apporter une réponse. Par exemple, la réponse au Portugal a impliqué les militaires. Chaque pays, chaque structure sociale a ses propres mécanismes de faire face aux problèmes. Et dans certaines situations, il est difficile de changer les structures et de penser à comment apporter la réponse. Donc, il faut s'adapter. Et la responsabilité, ces questions de redevabilité, la responsabilité de mes voisins, des décideurs politiques ou des structures telles que l'OMS. Et ceci pour vous dire que les processus de gérer la santé est très dynamique. Il faut comprendre les processus et réunir, collecter les données pour informer la réponse. Et l'information, les données doivent s'orienter à nos besoins, comment adapter l'orientation et nos opérations pour répondre à ces défis. Merci beaucoup. Merci, João. C'est important le travail que vous menez sur la résilience de la communauté et merci beaucoup pour nous partager ces problèmes. Nous avons quelques minutes pour le Q&A. Donc, pour le Q&A, Melissa, vous voulez commencer donc? Oui, il y a des questions qui arrivent. Et donc, c'est important par rapport aux commentaires, par rapport aux militaires, et par rapport à ces pandémies, et par rapport à ce que nous avons vécu. Et nous avons vu en ce qui concerne les collègues, les présentations, en ce qui concerne donc les perspectives des forces armées, et de voir quel était leur rôle. On peut entendre de Grèce. Et par rapport donc à ce qui s'est passé en 2019 et peut-être de Grace, on pourrait demander à Grace et à Fodé à ce niveau de parler par rapport aux leçons retirées en 2019 par rapport à l'Ebola en Sierra Leone et ce que l'on a appris. Et ça, on va le faire par rapport à ces questions. Donc après,
aussi les comparaisons qu'on peut faire en fait avec la pandémie de la COVID-19. Merci, Mélissa. J'ai fait différentes entrevues et il y a eu plusieurs personnes à ce niveau. Il y a eu un premier confinement donc en mai 2020. Et qui est encore donc au niveau à ce niveau et par rapport à ces questions et par rapport à toutes les mesures que l'on devait prendre par les personnes qui étaient en fait fatiguées par rapport aux distances sociales et toutes les mesures de sécurité, de laver les mains, de toute une série de choses. Et en ce qui concerne, et dans ce contexte, donc au niveau militaire, et dans mon pays, il y a des choses à faire, donc comme des réponses à trouver dans les agences par rapport au déploiement des policiers avec les civils et par rapport à ces contradictions à ce niveau et par voir aussi un petit peu tout ce qui se passe par rapport à la question de voir pourquoi est-ce qu'on ne porte pas un masque et qu'un policier intervient et on peut dire je l'ai oublié, mais c'est autre chose. Mais avec les militaires, on ne peut pas en fait négocier. En fait, ils sont terribles. Il y a une grande différence ici. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Si les militaires sont déployés pour une tâche, il faut le faire. Et qui est dans ce qui concerne dans la surveillance. Hmm. Et en fait, comme dit Votman, et en ce qui concerne donc l'accès aux questions donc de base pour avoir en fait donc si on veut en fait avoir du sucre pour une personne qui est malade et après là les policiers comprennent mais les militaires donc ils obligent à respecter les règles et là ils peuvent battre les personnes et il n'y a aucune négociation possible. Et en ce qui concerne les différentes questions à ce niveau, et en fait, il y a chaque fois moins en ce qui concerne ces questions de l'épidémie, il faut voir par rapport à ce que Moïse a dit, c'est que en fait les militaires, en fait, ils se complaisent dans les ordres qu'on leur donne, ils ne réfléchissent pas. Et si on peut, donc on peut parler à ce niveau. Et c'est important donc par rapport donc à la sécurité, par rapport à tout ce que l'on vit. Et nous avons vécu des situations difficiles. Je vais t'arrêter ici pour ne pas prendre trop de temps et on va répondre aux autres personnes aussi. Merci beaucoup. Fodé, est-ce que tu veux bien intervenir et répondre aux commentaires qui ont été faits, s'il te plaît? Si tu ne dois pas, voilà quoi. On peut vous entendre. Et par rapport aux militaires, hmm, et lorsque, en fait, donc à ce niveau, à ce propos, et il est important de voir donc comment ces questions par rapport à ces donc par rapport aux barrières, par rapport au respect de ce que l'on doit faire, et en fait, par rapport aux ordres que le gouvernement a définis,
Donc, parfois, les militaires n'ont pas l'expérience pour travailler. Lorsque quelqu'un perd la vue, il faut voir donc, et lorsqu'on l'emmène donc à un cimetière pour l'enterrer, il y a eu beaucoup d'histoires incroyables parce que ils ont maltraité les personnes et il y a beaucoup d'histoires. Et c'était un vrai problème pour nous et pour Ebola. Et lorsque la COVID est arrivée, je ne fais pas confiance à ce qui se passe et je pense en fait, je ne sais pas si en fait ce sont les Occidentaux qui veulent dominer l'Afrique, qu'est-ce qui se passe. Et dans ma communauté, il fallait voir comment les gens réagissaient. Et en ce qui concerne ces questions, euh, ils ont décidé d'utiliser donc les militaires et en fait les Africains ont peur des militaires et ils ont décidé des militaires. La police, c'est différent, on peut négocier, comme je vous l'ai dit, c'est une autre attitude. Et cela, en fait, oblige à faire des efforts à ce niveau par rapport à ces questions et par rapport à la COVID. Et par rapport à ces questions, et en ce qui concerne donc ces questions, nous avons vu dans la pandémie toutes les exactions qui se sont déroulées. Merci beaucoup, Fodé, pour votre commentaire. Encore une question, mais ce sont des questions très intéressantes, mais j'étais en fait très impressionné par la manière dont Bob Kello a parlé de ces questions de colonisation par rapport au vaccin. Et comment peut-on réconcilier donc la compréhension donc au niveau de ces maladies mondiales et de l'épidémie et en particulier par rapport à des maladies qui arrivent un peu partout dans le monde, dans certains pays? C'est une question très difficile. Qui veut répondre? Je pense c'est une question pour les deux. Bob Kello, nous allons revenir vers vous. C'est une question très complexe. Ce dont nous avons discuté ici et découvert, ce sont donc les différents défis au niveau opérationnel par rapport à la situation économique telle qu'elle a été mise en place par l'OMS par rapport aux lignes directrices. Parce que lorsqu'on voit l'OMS et quand on voit tous les soins apportés à domicile, la prévention, mais si on voit l'accent qui a été mis en fait dans certains contextes, nous n'aurions pas été conscients de ce concept de pair, en fait, PAIR, par rapport à ces interventions et dans le contexte donc de l'Ouganda et de la COVID. On n'a pas mis en fait la question des cas en fait asymptomatiques et modérés. Je crois qu'à ce niveau-là, par rapport à ces questions, c'est en fait l'application des différentes mesures par rapport aux défis à relever et par rapport aux soins à domicile et qui ont été adaptés par le gouvernement ougandais. Et comment on va traiter de ces questions par rapport aux différents cas, donc ils sont couplés à différentes opérations. Et comment est-ce que cela est lié aussi donc au contexte socio-économique? C'est en fait une question très complexe. Mais je crois que pour revenir à cela, il est difficile d'y répondre en quelques minutes. Merci, Bob. Et Dr. Sekara, en fait, on a parlé aussi en ce qui concerne donc la question de la répartition des tâches par rapport aux genres. Et dans les dernières 5 minutes, j'aimerais parler des différentes questions qui sont assez similaires à celles que nous avons eues et qui nous posent la question de savoir dans quelle communauté on doit se préparer par rapport à l'implication et par rapport donc aux réponses des communautés
et à la manière dont on va se brancher par rapport à ces questions et par rapport à Mekaski et par rapport donc à la réconciliation en ce qui concerne les réalités. Et Juan, je vais m'adresser à toi parce que je pense que c'est une des questions que vous avez traitées donc à l'OMS dans cette unité. Est-ce que vous avez des remarques à faire à ce propos? Désolé pour le bruit de fond. Je crois qu'une des choses, c'est de voir donc par rapport à l'exposition et par rapport à l'analyse de risque aussi, où nous avons impliqué différentes questions par rapport à ces mesures d'atténuation, mais aussi par rapport à l'engagement de ces communautés par rapport donc aux problèmes que l'on rencontre et par rapport à la confiance qu'on établit dans les communautés. Et c'est un élément important, c'est la confiance que vous avez apportée. Et vous avez raison. Et pour finir, dans les 2 minutes qui nous est imparties, Docteur Sekara, il y avait en fait aussi une question importante par rapport à la réponse que vous apportez par rapport au Paraguay et par rapport aux mécanismes et aux outils que vous avez mis en place pour aider les femmes qui sont confrontées donc à ces questions pour l'approvisionnement en nourriture et à la sécurité alimentaire, et quelles sont les mesures qui ont été prises à ce niveau? Oui, l'idée en fait était d'identifier les personnes qui sont les leaders de la communauté par rapport au groupe collectif de femmes et en ce qui concerne beaucoup de secteurs qui sont en fait gérés aussi par l'Église au Paraguay. Et les paroisses et l'Église catholique a un pouvoir articulé important par rapport aux femmes et qui sont des référents. Et cette structure de l'État peut identifier ces questions et les articuler par rapport à l'État, par rapport aux fondations, par rapport aux ONG et par rapport aux différentes associations qui se font dans les différents territoires. Quels sont les instruments typiques par rapport donc aux communautés populaires, par rapport aux foyers? On sait qu'il y a en fait des articulations pour les aliments et les soins de la communauté par rapport euh, aux hôpitaux, par rapport à l'acheminement de vêtements et en fait les soins apportés aux personnes âgées, aux enfants. Et ce sont le rôle des femmes qui sont très importants et puissants. Et donc, on doit comprendre comment on peut les articuler. Merci beaucoup. Nous avons vu que vous vouliez faire une remarque, Annie. J'ai vu que la main était levée pour terminer. Est-ce que vous êtes là? Non, apparemment, ce n'est pas le cas. Merci à tout le monde.